Bonjour à toutes et tous. Alors vous m'entendez bien, ça a l'air de fonctionner. Donc je suis manager à Carbone 4, donc responsable de l'antenne lyonnaise. Carbone 4 est basé à Paris. Carbone 4, on a un cabinet de conseil spécialisé sur les enjeux de la transition énergétique. On aide les entreprises à comprendre un petit peu les risques et les opportunités liés aux enjeux climat. Et aussi bien sur le plan stratégique que sur le plan de l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire réduire son exposition au risque d'aléas climatiques, d'une part, et saisir les opportunités liées aux enjeux de transition énergétique, d'autre part, ou réduire son risque lié à la transition, c'est-à-dire aux changements comportementaux, aux changements de réglementation, aux changements de la manière dont sont financées les entreprises dans le cadre de la transition. Alors aujourd'hui, la thématique de l'échange qu'on va avoir avec les participantes et les participants à cette table ronde est innovation et empreinte carbone. Quelle synergie ? On va en fait discuter finalement de le rôle que peut avoir l'innovation de manière très globale vis-à-vis des enjeux de l'empreinte carbone, c'est-à-dire la réduction des émissions de la civilisation de manière générale via la technologie, via l'innovation, et comment ces enjeux très très forts, puisqu'il va s'agir, si on veut respecter les accords de Paris, de réduire les émissions tous les ans de 3 à 7% par rapport à aujourd'hui, ce qui veut dire aux alentours de 2030, pour un premier jalon, réduire les émissions de 40%. Pour les pays de l'OCDE, par exemple. Donc certains grands industriels se sont engagés à ce niveau-là, et c'est ce qui correspond aux engagements de l'accord de Paris et de la France également. Et donc c'est massif, c'est des très 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 gros efforts à fournir. Une partie de la solution passera par la technologie, mais pas que, et c'est un petit peu ce qu'on va discuter aujourd'hui avec le panel qui sera présent, qui va un petit peu représenter tous les maillons de l'innovation, de la recherche, à la sélection des entreprises via les startups qui vont passer par un accélérateur investisseur qui sera sur le panel, et un grand groupe également, Orange, dont on a un représentant aujourd'hui, qui va également pouvoir nous expliquer un peu comment la mise sur le marché, l'interaction avec ces enjeux et ces engagements de l'entreprise et des grands groupes vis-à-vis de la transition énergétique s'articule avec l'innovation et toutes les questions que ça pose sur chacun de ces maillons. Alors, je vais vous introduire les différents intervenantes et intervenants. Alors, je vais commencer avec Madame Peggy Zwolenski, qui est... donc, Peggy, peut-être... je vous laisse vous installer, qui est professeure au laboratoire GESCOP. Elle est spécialisée dans l'éco-conception à plusieurs niveaux, c'est-à-dire au niveau des produits, des procédés, et également de l'organisation. Alors plus précisément sur les problématiques d'intégration de l'environnement dans la conception de nouveaux systèmes industriels, avec toutes les problématiques liées à la circularité et à l'économie circulaire. Ensuite, nous avons également M. Pedro Herrera Sarda, qui est responsable de l'activité Startup au sein d'InnoEnergy, qui est un accélérateur et un investisseur des énergies durables, donc avec environ 250 startups en Europe, ce qui est très conséquent. Leur activité s'articule de 3 grands axes qui sont réduire les émissions, l'efficacité énergétique et la sécurité des réseaux d'énergie. Également, nous avons Madame Sophie Quinton, qui est chercheuse à l'INRIA, également membre du groupement de services Éco-Info du CNRS. Alors, ce groupement, il vise à étudier et à informer sur les impacts environnementaux du numérique, tout particulièrement sur les enjeux systémiques. Sophie Quinton a une expérience en particulier, son domaine d'expertise est l'automobile et les systèmes embarqués liés à ce secteur. Enfin, nous avons M. Christophe Jouan-Blanc, qui est directeur SE de la division Technologie et Global Innovation chez Orange. Et du côté R&D, il travaille sur l'éco-conception des produits numériques et également il travaille sur les enjeux pour déterminer les externalités positives et négatives des produits numériques et services d'Orange. Voilà. Alors, finalement, les 2 grands axes sur lesquels on va essayer d'échanger aujourd'hui, d'un premier temps, c'est un petit peu le point de départ, la prise de conscience de ces enjeux. Dans quelle mesure ces enjeux très massifs de réduction des émissions sont présents dans chaque maillon représenté ici de l'innovation, quel est le niveau de conscience de ces enjeux et est-ce tangible dans vos métiers. Donc, finalement, j'ai envie de commencer par le bout de la chaîne, enfin,
pas vraiment, mais disons la partie où on sélectionne un peu les innovations, on essaie de les porter sur le marché avec Pedro, qui va peut-être pouvoir nous parler un petit peu de ce qu'il voit passer d'une part, et comment il analyse un peu la situation de ce côté-là. Et dans un second temps, deuxième question qui sera un peu les tendances vis-à-vis de ce premier constat avec l'ensemble des participants pour traiter ces enjeux d'ampleur et systémiques. Alors Pedro, je vous laisse la parole et ensuite on va... je vais vous laisser discuter, on verra comment ça progresse. Merci. Oui, ça marche ? Ouais. Oui, alors, oui, nous sommes un accélérateur européen. On va passer beaucoup d'innovations et je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre les innovations disruptives et celles et les innovations incrémentales, c'est-à-dire que par rapport à ces grands défis liées à la transition énergétique, les innovations incrémentales peut-être sont insuffisantes, mais en même temps elles sont plus faciles à faire passer dans le marché parce que les grands groupes et les grosses corporations normalement, elles sont moins effrayées quand elles voient passer des innovations incrémentales. Mais moi, personnellement, je pense que ce n'est pas suffisant. Et je pense qu'il faut vraiment miser sur les innovations de rupture. Et malheureusement, on en voit passer moins. Et souvent, quand on en voit passer, c'est vraiment difficile d'arriver à convaincre nos comités d'investissement parce que souvent, elles font peur, non ? C'est-à-dire qu'on a ce frein au niveau de la sélection, mais ensuite quand on investit et on soutient ces innovations, on rencontre un deuxième frein qui est l'adoption de ces innovations par les grands groupes ou les corporates qui sont ceux qui vont mettre sur le marché ce genre d'innovation. Chez les grands groupes, et peut-être le monsieur d'Orange pourra nous confirmer, notre vision, c'est qu'il y a les unités business, il y a les unités innovation, et souvent il y a une déconnexion entre les équipes d'innovation et les groupes business. Et normalement, notre porte d'entrée sont les équipes d'innovation. C'est ceux qui comprennent mieux normalement les innovations qu'on leur propose. Et quand on essaye de les pousser vers les équipes business, souvent on rencontre la peur du risque, la peur de l'inertie des business models anciens qu'ils ont et qu'ils doivent transformer pour pouvoir activer ou incorporer ces innovations de rupture. Non ? Et là, si vous voulez, très vite, je peux vous donner un exemple d'une innovation de rupture qu'on pense nous pensons qu'elle a beaucoup de potentiel, mais en même temps, elle oblige à une vraie transformation d'une industrie complète. Une de nos startups a développé un système pour insérer l'hydrogène dans un fluide, de telle sorte que ce fluide peut transporter l'hydrogène à température ambiante et à pression ambiante avec une densité énergétique similaire à l'hydrogène comprimé ou à l'hydrogène liquéfié. Et ça veut dire que d'un point de vue logistique, ce fluide pourrait vraiment donner ou répondre à pas mal d'enjeux dans la transition énergétique. Mais par contre, de l'autre côté, on a l'industrie du oil and gas qui utilise la même infrastructure qu'utiliserait cette innovation, mais avec un business model complètement différent. C'est-à-dire que là, on se trouve avec un nouveau produit qui pourrait remplacer les hydrocarbures, et en même temps qui pourrait réutiliser une infrastructure qui existe déjà pour les hydrocarbures. Et ça, évidemment, ça intéresse les Total et l'échelle du monde, mais en même temps, ça leur fait peur, non ? Et là, nous, on est en train de les pousser pour essayer de les convaincre. Ça, c'est un bon exemple de résistance du point de vue des gros groupes, mais en même temps d'intérêt, bien sûr, sur ce genre de solutions innovantes. En parlant de grands groupes, donc Christophe, peut-être... Je vais prendre
La suite est en représentant d'un grand groupe, donc grand groupe Orange. Je précise également que j'ai une autre casquette. Je suis également directeur du site Orange Labs de Mélan, donc je suis aussi régional, donc je n'ai pas que cette casquette nationale sur la responsabilité sociétale d'entreprise. Qu'est-ce qu'on voit d'abord chez nos clients quand on regarde quel est le niveau de prise de conscience? Nous, on s'intéresse à nos clients, à nos salariés, à l'ensemble de nos parties prenantes. Chez nos clients, on a fait une étude en janvier 2020 là, qui montre que si on propose aux Français la phrase « Le futur de la planète me préoccupe beaucoup », 74% d'entre eux sont favorables avec cette assertion. Les Français sont globalement plus inquiets que la moyenne mondiale par rapport à l'évolution de la planète. Et ce, même s'il y a un pourcentage assez irréductible de climato-sceptiques autour des 12%, globalement, les Français sont assez inquiets. Par contre, ils sont 64% à avoir l'impression de ne pas pouvoir s'informer correctement, et moins de 10% savent ce qu'il faut faire, pensent savoir tout à fait ce qu'il faut faire pour préserver l'environnement. Et donc, tout cela, ça génère des attentes et un peu de la méfiance vis-à-vis des entreprises, et notamment des grandes entreprises comme Orange et nos pairs. Et on est suspecté à 88% de pousser la surconsommation et donc de ne pas favoriser un modèle vertueux de développement. Et donc les Français sont prêts à faire des changements eux-mêmes, mais ils attendent en premier des changements de la part des entreprises, de la part des administrations, et je dirais pour certains avant de commencer à faire des changements eux-mêmes. Donc ils attendent ces preuves de la part des grandes sociétés. Alors dans notre secteur, qui est le secteur du numérique, qui est un secteur dont on commence à comprendre qu'il a certes un impact potentiel positif sur la transition environnementale, mais que c'est également un secteur matériel qui repose sur des fabrications d'équipements de réseau, de terminaux, des data centers, du réseau qui consomme de l'électricité, etc. Donc c'est aussi un contributeur au changement climatique. Donc cette prise de conscience, elle est très faible encore dans le grand public. Il y en a peut-être 10% qui commencent à comprendre ces enjeux-là. Sur le terme de sobriété numérique qui est utilisé entre spécialistes de l'environnement et de l'énergie, c'est un terme qui est compris spontanément par moins de 10% des gens. Donc il y a beaucoup d'éducation du public à faire pour les engager dans cette transition. Alors si on regarde maintenant en interne à un grand groupe comme Orange, il s'est passé quelque chose d'important pour nous à la fin décembre 2019. On a annoncé un nouveau plan stratégique qui porte sur la période 2020-2025. Et surtout, on a adopté une nouvelle raison d'être, parce que maintenant, le statut des entreprises permet d'adopter une raison d'être. Et cette raison d'être, elle s'énonce comme ça. Orange est l'opérateur de confiance qui permet à chacun et chacune, qui donne à chacun et chacune les clés d'un monde numérique responsable. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est très bien. Maintenant, on est en train de mener une concertation interne pour décliner opérationnellement ce que ça veut dire. On demande à nos salariés quels sont les exemples d'actions qu'ils considèrent comme allant dans le bon sens par rapport à cet engagement numérique responsable, et aussi quels sont les exemples d'actions dont ils considèrent qu'ils ne sont pas à l'aise, parce que pour eux, ça ne va pas dans le bon sens par rapport à notre engagement pour un monde numérique responsable. Donc on a cette concertation qui est en cours. Et on a pris également dans le plan stratégique, donc pour le décliner de manière plus opérationnelle que la raison d'être, un double engagement. Donc un engagement de lutte contre le réchauffement climatique, avec des objectifs, des points de passage de moins 30% d'émissions de CO2 d'ici à 2025, des objectifs de passer à 20% d'équipements de réseau recyclés, de développer le recyclage et les offres de réparation de mobiles dans nos boutiques, et également de faire beaucoup de choses sur l'inclusion numérique, à la fois côté extension de couverture, puisque sur les 50% de personnes qui n'ont pas accès à Internet dans le monde, pour 10%, c'est un problème de couverture, mais c'est aussi pour 40% un problème d'usage. Les gens ne savent pas se servir du numérique. Donc on travaille sur ces aspects-là avec la Fondation Orange, avec l'ouverture d'Orange Digital Center dans toutes nos géographies, en France et à l'étranger. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, ça suffit pas d'annoncer les grandes orientations. Il faut aussi pouvoir les décliner et expliquer aux gens ce qu'il y a derrière. Et là, il y a un énorme effort de sensibilisation et de formation à faire sur un groupe comme nous qui a 150 000 employés dans le monde pour expliquer, comprendre et décrypter ces engagements. Je vais prendre un exemple pour ceux qui connaissent bien
les modèles d'émissions carbone, et ce n'est pas Carbone 4 qui accompagne d'ailleurs Orange sur ces enjeux-là que je vais l'expliquer. On répartit les enjeux carbone en 3 périmètres, 3 scopes, entre les émissions directes, les émissions indirectes liées à la production d'énergie, ce qu'on appelle le scope 1 pour le premier, le scope 2 pour le deuxième, et le scope 3, c'est tout ce qui est en amont et aval de la chaîne de valeur de l'entreprise. Et notre engagement court terme pour 2025, il ne porte que, entre guillemets, que sur nos émissions de réseau, de nos réseaux et de nos bâtiments et de nos véhicules. Donc il ne porte que sur 15% de l'empreinte globale de nos activités Orange, alors que notre engagement de neutralité carbone en 2040, lui, il porte bien sur l'intégralité. Et donc il faut expliquer ça, parce que le diable se cache dans les détails. C'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde. Moi, avant de prendre ce job sur la RSE, je connaissais pas du tout ces sujets-là. Donc il faut apprendre, il faut expliquer, donner surtout des ordres de grandeur pour que les gens sachent où sont les leviers d'action. Par exemple, en France, qui est un pays avec une électricité très décarbonée, mais les leviers d'action sont plus sur éviter le renouvellement fréquent des terminaux, des équipements de réseau, etc., plus que sur les émissions proprement dites du réseau, parce qu'on a le bénéfice d'une électricité décarbonée. En Pologne, ce n'est pas du tout la même histoire, parce que là, on a une électricité très carbonée, et donc la réduction des émissions de nos réseaux, elle joue énormément. Donc tout ça, il faut l'expliquer, faire de la sensibilisation, et aussi pour les métiers, pour les concepteurs, les intégrateurs, les marketeurs, faire des formations spécialisées. Voilà. Et ensuite, il faut s'assurer de l'engagement des salariés dans toutes nos entités pour décliner à leur niveau, chacun dans leur job, ce type d'engagement. Beaucoup de pédagogie à faire. Alors, cette notion d'ordre de grandeur et finalement ce que vous relevez là vis-à-vis des périmètres d'engagement qui intègrent également des notions liées à l'amont et à l'aval de la chaîne de valeur, ça met un peu en lumière la nature un peu systémique finalement du sujet. Et cette prise de conscience à la fois des ordres de grandeur et de la nature systémique des enjeux est quelque chose franchement nouveau. Et si on remonte un petit peu dans les maillons de l'innovation vers la recherche, je voulais demander à Sophie, donc, qui travaille à l'INRIA et sur les enjeux environnementaux du numérique, quelles sont les questions que ça pose d'une part, et quel est le niveau de connaissance vis-à-vis de ces enjeux au sein de la recherche à ce stade vis-à-vis du numérique. Vous m'entendez ? Très bien. J'ai l'impression que ça fonctionne. Je vais commencer par préciser qu'évidemment, le point de vue que je vais donner là, il est forcément partiel et partial. Moi, je suis chercheuse donc, à Grenoble, dans un institut de recherche en informatique. J'ai une vision, si vous voulez, de ce qui se passe, un petit peu de ce qui se discute dans la communauté de recherche à laquelle j'appartiens, qui est la vérification de systèmes embarqués. D'autre part, je suis membre du groupement de services Eco-Info, qui est un groupement national qui s'intéresse et qui étudie les impacts environnementaux et sociétaux du numérique. Donc, par tous ces biais-là, j'ai évidemment la possibilité de, si vous voulez, sentir un petit peu l'atmosphère dans la recherche en informatique actuellement. Alors, le niveau d'information et de sensibilisation aux questions des impacts environnementaux du numérique et du rôle potentiel que le numérique pourrait jouer face à la crise environnementale, j'ai envie de dire, à la base, il n'est pas forcément extrêmement différent de celui du grand public CSP+. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas été formé spécifiquement à ça. Quand on est chercheur en informatique, on n'a pas été, à aucun moment de sa formation et de sa formation, au-delà de la formation initiale, de la formation permanente, on a été confronté à ces questions-là, sauf si on est, grosso modo, membre du GDS Eco-Info. Donc il y a cette prise de conscience, elle s'est faite récemment, un petit peu à la même vitesse que le grand public, via les rapports du Shift Project, etc. Et puis donc via la diffusion de plus en plus prégnante des informations qui sont distribuées par Eco-Info. Sophie, je vous interromps une demi-seconde. Ouais. Et on me dit qu'il faudrait coller le micro, chacun des intervenants, près du menton, à cause du masque, s'il y a des petits problèmes à la régie. Désolé. Désolé. Je reprends. Donc du coup, cette prise... Alors, dans le grand public quand même, l'année dernière et surtout cette année, on a vu paraître des rapports qui permettent quand même de se faire une meilleure idée de ce que ça peut être quand on parle de numérique et d'environnement, quels sont les enjeux. Donc, en fait, vous l'avez déjà très bien expliqué tout à l'heure. Parmi les enjeux, il y a les enjeux qui sont de consommation énergétique en phase d'usage. Mais il ne faut pas oublier qu'en réalité, les impacts directs du numérique, ils sont sur tout le cycle de vie, donc y compris en phase de production, et la fin de vie. La fin de vie passe encore largement sous le radar dans les discussions. D'autre part, effectivement, quand on parle d'impact du numérique, il faut s'intéresser aux terminaux,
au réseau, au data center. Ça commence aussi à être perçu. Donc, on a parlé beaucoup des impacts de la vidéo, etc. Et enfin, par contre, ça reste aussi largement sous le radar. Quand on parle d'impact du numérique, des impacts environnementaux du numérique, on a tendance à se concentrer sur cette question énergétique, mais en réalité, il faut bien garder à l'esprit que les impacts environnementaux du numérique, c'est pas que la question énergétique. Il y a des enjeux de pollution qui sont majeurs, qui sont pas forcément visibles ici maintenant, et qui sont liés à l'extraction des métaux, qui sont liés à la fin de vie des appareils. Et ça, c'est quelque chose auquel il faudra bien un jour qu'on se confronte aussi. Voilà, donc toutes ces questions-là, tous ces enjeux, ils émergent petit à petit. Et alors, on a vu exploser des demandes en formation, aussi bien du côté des chercheurs, j'imagine que du côté des entreprises, c'est la même chose. Ces formations sont en train de se monter, donc ça bouge, c'est à disposition. Si vous avez si vous cherchez des formations, on en discutera plus tard, je pourrais vous donner des contacts. On crée l'information au fur et à mesure. Alors, parmi les difficultés que je perçois encore, effectivement, on parlait des ordres de grandeur. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est encore extrêmement difficile pour tout un chacun. C'est d'appréhender, parmi les gestes qu'on peut faire et parmi les technologies qu'on pourrait développer, quelles sont celles qui seront réellement significatives, qui vont vraiment faire une différence. Ça, c'est une connaissance et une base de connaissances qu'il faut construire. Et donc, c'est pas que de la sensibilisation, c'est réellement aussi en amont des réflexions qu'on mène et des recherches qu'il faut mener. C'est d'autant plus difficile qu'en fait, actuellement, les données qu'on a à notre disposition, elles sont, disons, parcellaires. Elles sont construites un peu du mieux qu'on peut avec les données qu'on a qui sont forcément parcellaires, et que ce qui manque actuellement, de mon point de vue, au niveau recherche, c'est vraiment une réflexion beaucoup plus structurée et scientifique sur ces incertitudes. D'où elles viennent et qu'est-ce qu'on en fait. C'est-à-dire que du coup, est-ce que finalement, faire du mieux qu'on peut, ça donne un résultat qui est exploitable, ou est-ce que finalement, ça ne sert à rien et il vaudrait mieux raisonner sans les chiffres. Cette culture de chiffres et de vouloir prendre des décisions forcément sur la base de données quantitatives, il y a des contextes dans lesquels c'est pas possible. Et ça, c'est aussi quelque chose, quand on est chercheur en informatique, on a un petit peu du mal à faire ce changement de culture, de se dire, OK, là, il ne faut pas qu'on attende d'avoir le chiffre, parce qu'en fait, on ne l'aura pas. Il faut qu'on arrive à décider autrement. Voilà. Bon, et ça, c'est pour la partie impact direct. Et il reste effectivement toute la partie impact indirect, où là, c'est d'autant plus difficile, quand on est, encore une fois, chercheur en informatique, de commencer à tirer les fils des problèmes. Le réflexe, c'est de se dire, c'est quelque chose d'assez naturel et que j'observe chez les collègues, et que moi aussi, c'est ma tentation, c'est de se dire, l'impact peut-être principal du numérique, quand on y réfléchit comme ça, c'est les enjeux énergétiques. Donc, il faut un numérique qui soit sobre, c'est-à-dire, qui soit efficace. Je vais travailler à réduire la consommation du numérique. Or, en réalité, l'effet rebond fait que la pertinence même de ce travail d'optimisation, elle est en question. Parce qu'on rendre une technologie plus efficace, ce que ça fait, c'est que ça va quelque part encourager à l'utiliser plus. Et donc, c'est ce qu'on observe dans différentes solutions qui ont l'air d'être de très bonnes solutions, qui vont permettre de réduire, a priori, d'augmenter l'efficacité d'un processus quelconque. En réalité, en augmentant cette efficacité, on augmente les impacts globaux. Donc, pour vous donner peut-être un exemple, si vous imaginez Blablacar, c'est une idée qui est super, parce que ça permet d'augmenter le taux de remplissage des voitures, mais en réalité, il ne suffit pas de se dire, de considérer cette métrique-là d'augmentation du taux de remplissage pour savoir si Blablacar est, oui ou non, une bonne idée. Pour ça, ce qu'il faut savoir, c'est si, in fine, on augmente ou pas le nombre de kilomètres parcourus en voiture. Ce qui veut dire que, pour savoir si Blablacar c'est une bonne idée ou pas, il faut être capable de voir s'il y a des reports, c'est-à-dire qui sont les personnes supplémentaires dans les voitures. Est-ce que ce sont des personnes qui auraient voyagé seules, ou est-ce que ce sont des personnes qui n'auraient pas voyagé ou qui auraient voyagé en train. Donc tout ça pour conclure que quand on commence à tirer les fils de toutes ces questions-là, on se rend compte que le problème est d'une complexité majeure. Les ordres de grandeur sont majeurs et il faut qu'on arrive à tirer tout ça, transformer tout ça en des problèmes sur lesquels on soit capable d'agir. Finalement, vous posez la question de tout un tas de critères qu'il faut arriver à intégrer pour mettre en lumière cette notion systémique.
Et en fait, ces enjeux-là, à la fois multi-critères, multi-impact, c'est un des enjeux sur lesquels Peggy Zolinki travaille et elle a également pas mal de recul depuis quelques années maintenant sur l'évolution de ces enjeux et notamment la perception au regard du rôle de l'ingénieur et la technique par rapport à tout ça, qui peut être intéressant de souligner. Merci de me rappeler mon grand âge. Donc, je frustre. Non, je plaisante. Ok, donc oui, donc effectivement, ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur la problématique de l'intégration de l'environnement dans les systèmes de production, plutôt production manufacturière. Toutes ces approches existent depuis longtemps. Hein. Les préoccupations environnementales existent. Enfin, on a pas mal de gens quand même qui s'y intéressent depuis longtemps. Pas suffisamment, bien évidemment. Aujourd'hui, on a une prise de conscience du grand public et des industriels beaucoup plus importante et heureusement, ça nous aide beaucoup, hein, puisqu'il y a 20 ans, on se sentait un peu isolé sur ces thématiques-là. Ce qu'on avait comme outil il y a une vingtaine d'années, c'était des guidelines, des indicateurs, des taux de recyclabilité, des inventaires de données de performance, des inventaires d'émissions qui permettaient de un petit peu mettre des rustines là où il fallait. Et puis, début des années 2000, on a vu arriver toutes les techniques de life cycle assessment, hein, mesures d'impact environnementaux, qui intègrent les bilans carbone également. Mais on a vu aussi arriver tout un tas de questionnements de l'industrie qui nous disaient on a ces outils-là, mais qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce que je dis à mes ingénieurs avec tous ces indicateurs d'impact environnementaux, l'eutrophication, même le réchauffement climatique à l'époque, c'était encore quelque chose d'un peu flou dans la tête même des ingénieurs. Hein, donc il a fallu un petit peu passer toute cette phase de formation. Et aujourd'hui, on est content d'entendre qu'effectivement, dans les grands groupes, dans les entreprises de plus modeste taille, cette prise de conscience des enjeux est faite. Il y a des outils qui se déploient et on voit arriver un petit peu vraiment un investissement de tout un chacun dans l'industrie sur ces questions-là. Ce qui nous manque maintenant, et on va revenir au sujet de l'innovation, c'est traiter ces problématiques-là, non plus aujourd'hui... Alors, je parle en tant que chercheuse, hein, je pense qu'il y a encore pas mal de boulot en industrie, mais finalement, aujourd'hui, on est beaucoup sur du déploiement. En termes de recherche, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de travailler encore plus en amont des conceptions type proche du marché. Plus en amont de la R&D. Donc vraiment de travailler avec des gens qui aujourd'hui développent des nouvelles technologies, ceux que vous allez rencontrer sur ce forum, pour voir et pour les aider. Alors, on n'est pas prêt, hein, la recherche n'a pas encore on n'a pas encore de méthodologie bien ficelée, on a des pistes de solutions pour les aider. Mais il faudrait que toutes ces jeunes pousses-là, quand elles pensent à leurs solutions, aient aussi des outils pour les aider à mesurer ce que ça va donner dans 10 ans, quand ce sera déployé, quand ils auront passé leurs essais en laboratoire à l'échelle du déploiement grand public, mesurer les effets de ces changements d'échelle, et puis mesurer aussi, on en a parlé, hein, Sophie en a parlé, les effets rebonds de l'usage de ces technologies. Donc ça, c'est vraiment le chantier en cours, hein, comment travailler sur plus en amont aujourd'hui pour aider vraiment, dès les phases d'innovation, à prendre en compte ces problématiques environnementales. Et là, je parle aujourd'hui de ce qu'on appelle la recherche appliquée. La recherche fondamentale, j'avoue qu'on n'est pas encore très très prêt à aller voir les chercheurs qui développent des choses très très fondamentales en les extrayant de leur bulle, en leur disant comment ça va se passer dans 10 ans si ton truc voit le jour. Enfin, là on est encore pas très très près. Alors ces questionnements-là, ils sont présents aujourd'hui, hein, et puis on a les centres de R&D qui, comme les industries, viennent nous voir en disant faudrait former nos chercheurs à travailler sur ces questions-là, parce que le chercheur, il a aussi une conscience sociétale et il veut aussi agir pour le bien de la société, et de plus en plus, il cherche du sens dans son métier par rapport à ces problématiques environnementales et d'autres problématiques. Ça pose la question
carbone, du changement climatique lié aux émissions carbone. Ça pose la question d'un tas d'autres impacts environnementaux. J'en ai parlé tout à l'heure, l'épuisement des ressources naturelles, la toxicité, l'eutrophication des eaux, etc., etc. Donc tout un tas d'impacts environnementaux. Mais pas que, on a aussi des impacts sociaux et puis économiques. Enfin, tout ça est lié. Donc on a ces réflexions-là à avoir et à outiller à minima aussi les chercheurs, on va dire au moins dans un premier temps en recherche appliquée, pour les aider à prendre des décisions. Et comme j'ai parlé d'environnement, d'économique et de social, vous vous doutez bien que ce n'est pas les technologues tout seuls qui vont résoudre ça. Il nous faut aussi des groupes de travail pluridisciplinaires pour à la fois penser à ces questions en raisonnant technologie, en raisonnant environnement, mais aussi en raisonnant usage, acceptation par les utilisateurs. Le meilleur produit, c'est celui qui est finalement bien utilisé. Ça a été dit juste avant. Sortir des innovations qui seraient peu polluantes mais pas utilisées n'a pas de sens, et l'inverse également. Voilà. Donc on voit de plus en plus cette difficulté. Enfin, pour nous, la difficulté actuelle en recherche, ça va être aujourd'hui d'amener encore plus tôt ces réflexions-là dans les processus de création de nouveaux produits, et d'emmener dans ces réflexions-là des groupes de travail pluridisciplinaires pour avoir une réflexion globale sur ces questions. Merci. Donc finalement, on a, vis-à-vis de ce premier point d'étape, cette photo un petit peu de la situation au sein de différents maillons de l'innovation, plusieurs constats. Donc il y a des solutions qui existent, mais il y a des freins parce que ça peut générer certaines peurs, notamment vis-à-vis des grands groupes. Au sein des grands groupes, il y a des engagements qui sont pris, mais ça met en lumière aussi un certain nombre d'enjeux vis-à-vis du périmètre sur lequel on s'engage. L'amont, l'aval de la chaîne de valeur doivent être intégrés à la réflexion, puisqu'on n'est plus en petits villages gaulois les uns à côté des autres, mais c'est vraiment toute une chaîne qui doit être en mesure de lancer une dynamique globale pour pouvoir avoir un impact global et pas seulement local. Et cette notion du global par rapport au local, elle peut être facilement... on va l'avoir notamment si on a les bons ordres de grandeur en face des yeux, ce qui n'est pas forcément maîtrisé, même au sein de la recherche. Comme l'a dit Peggy, la nature très systémique de tous les enjeux va devoir aller chercher des recherches, de la connaissance et du savoir au sein de plein de domaines, économiques, sociaux, évidemment technologiques. Donc la technologie a son mot à dire, mais collégialement avec tout un tas d'autres enjeux qui ne sont pas uniquement techniques, mais aussi comportementaux. Et donc cette nature systémique, maintenant, alors il est 10h05, on a encore une petite demi-heure, ensuite il y aura des questions-réponses jusqu'à 11h. Ça c'est le point de départ, un petit peu la situation à l'heure actuelle. J'avais envie, maintenant qu'on essaie de voir comment on se projette, quelles sont les tendances au sein de vos différents métiers, vis-à-vis de ces enjeux d'ampleur auxquels il faut répondre, et la nature systémique qu'on vient de dessiner au sein des différentes interventions. Alors cette nature systémique, si on repart maintenant du début de la chaîne, notamment vis-à-vis de la recherche, alors pas forcément fondamentale, mais de manière plus générale, ça redéfinit un petit peu le rôle du chercheur. Si on part du principe qu'il va falloir s'interroger sur cette nature systémique, Sophie, comment on intègre cette notion en amont, en particulier, de réflexion sur les enjeux globaux au lieu uniquement ces enjeux locaux, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et les questions que ça peut poser par ailleurs. C'est pas facile, hein. Non, c'est une sacrée question. C'est-à-dire, effectivement, encore une fois, si on repense au métier de chercheur en informatique et du coup, on se pose la question du rôle que peut jouer un chercheur en informatique, mais finalement, c'est assez similaire aussi si vous êtes dans l'innovation et dans le développement des nouvelles technologies. Si vous vous posez cette question, qu'est-ce que moi je peux faire là où je suis pour apporter ma pierre à l'édifice de la lutte contre le changement climatique et plus généralement face aux enjeux écologiques actuels. Une fois que vous avez compris cette notion d'effet rebond et ces notions d'impact indirect, c'est-à-dire le fait que ce que vous développez, ça va modifier d'une certaine manière, ça va modifier la société dans laquelle on vit, et ces modifications de la société elles-mêmes, elles peuvent avoir un impact sur l'environnement. Vous vous faites des nœuds au cerveau, il faut être honnête. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, et vous qui êtes dans l'innovation, et nous qui sommes dans la recherche, on est face à un challenge qui est massif.
Donc, quelles sont les tendances ? La première tendance, c'est il est urgent de réfléchir, ce qui est extrêmement difficile, extrêmement frustrant. Il faut à la fois agir, mais pour agir dans la bonne direction, il faut se forcer à prendre le temps de s'informer et d'aller, encore une fois, tirer tous ces fils systémiques. Ça, c'est vraiment pas évident. Donc, c'est ce qu'on fait au sein de la communauté de recherche en informatique, c'est-à-dire qu'on se forme, on s'informe, et en particulier, on essaye de créer, c'est ce que disait Peggy, des liens avec les sciences humaines et sociales. Donc, par exemple, une perspective historique sur l'innovation, c'est quelque chose qui est extrêmement éclairant sur la situation actuelle. D'aller regarder les crises passées et la manière dont la société a géré ces crises-là, comment elle en est ressortie par le haut ou pas. Ça fournit vraiment, ça permet une prise de recul sur la situation actuelle qui est particulièrement éclairante. Bon, évidemment, tout ce qui est sociologie, mais aussi de la philosophie, de l'éthique, etc. Et ça, c'est la première tendance qu'on observe, c'est effectivement ce besoin qui apparaît d'aller chercher dans les sciences humaines et sociales de l'information sur, de la réflexion, de la réflexivité sur notre propre travail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une tendance qu'on observe. Alors là, du coup, est-ce que ça va voilà, on est sur une ligne de crête. Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer dans la recherche dans les mois à venir, etc. Et tout le monde ne fera probablement pas la même chose. Il y a cette tentation de partir de ce qu'on sait faire pour essayer de résoudre le problème, alors qu'en réalité, vu, encore une fois, l'urgence de la situation et l'immensité des enjeux, si vous voulez, et la gravité de la situation, ce qu'il faut faire, c'est partir des problèmes et après accepter que peut-être ce qu'on sait faire actuellement ne s'adapte pas directement. Sachant que entre savoir et savoir-faire, il y a quand même une sacrée différence. Et bon, typiquement, moi, j'ai un background en méthode formelle, j'ai fait des maths, je fais des preuves... je fais des preuves par ordinateur qui s'appliquent derrière à la vérification de système embarqué. Effectivement, j'ai travaillé pas mal avec l'industrie automobile. Actuellement, sur une question d'enjeux environnementaux, c'est pas extrêmement pratique directement. Après, il se trouve qu'effectivement, le savoir-faire, c'est-à-dire les méthodes de conception, les manières de réfléchir, etc., c'est des choses qu'on peut utiliser. Mais voilà, il y a des changements assez majeurs à opérer dans la manière dont on travaille. Et encore une fois, partir des problèmes, plutôt que d'essayer de faire rentrer nos solutions dans un système qui peut-être ne convient pas comme il est. Et ça, il me semble qu'effectivement, ce type de challenge correspond assez bien aussi au choix que l'innovation doit aussi être amenée à faire. Il y avait aussi un aspect, je pense, lié au questionnement que peut se poser un chercheur ou une chercheuse sur est-ce que je dois creuser ce sujet, sachant qu'en effet, il y a ces conséquences comportementales derrière. Alors, en ce moment, il y a un débat assez évidemment visible sur la 5G, mais je suivez mon regard. Mais pour avoir un petit peu préparé les entretiens avant, avec les différents intervenants, on a identifié en effet que vis-à-vis de ce débat très actuel, en fait, il y a plusieurs lectures, certes, au regard de ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui. Alors, je vais peut-être laisser Christophe nous en dire un peu plus sur les questions que peuvent poser les chercheurs d'une part, et en fait, les questions que se posent déjà un certain nombre de grands groupes vis-à-vis de la suite sur cet enjeu numérique très visible aujourd'hui. Alors, effectivement, j'attendais un peu quand est-ce que les deux lettres magiques allaient être évoquées aujourd'hui, parce que vous n'avez pas manqué de voir dans les informations qu'aujourd'hui, c'est l'ouverture des enchères pour la 5G, donc ça ne peut pas être plus d'actualité qu'aujourd'hui, 29 septembre en France. Vous avez entendu les débats sur l'efficacité, oui, mais efficacité énergétique en nombre de kilowattheures par gigaoctet transporté, très bien si la 5G c'est 10 fois mieux que la 4G, mais finalement pourquoi faire ? Quel est
l'impact de l'effet rebond, etc., etc. Donc ça, ce sont des questions qui ne sont pas faciles, sur lesquelles on travaille pour tester des use cases, par exemple avec nos clients entreprises. On a fait un communiqué de presse hier avec Schneider Electric qui teste la 5G depuis 6 mois dans une usine dans l'Eure pour tester l'amélioration de processus industriels, de télémaintenance, de robots de téléprésence pour faire des visites virtuelles à distance. Bon, ça c'est un petit peu actuel avec le Covid. Voilà, on teste avec un certain nombre de clients entreprises des use cases, et les entreprises étant en général des acteurs rationnels qui se sont également engagés sur l'environnement pour un grand nombre de grands groupes industriels. En général, les entreprises ne feront pas n'importe quoi en matière de déploiement de use case sur la 5G. Ils n'iront que si c'est pertinent pour l'optimisation de leur processus industriel et pour également le respect de leur engagement carbone. Donc je ne suis pas trop inquiet sur les applications industrielles de la 5G. Encore faut-il pouvoir le démontrer et ne pas simplement affirmer haut et fort que l'industrie 4.0, que la télémédecine, etc. bénéficieront des avantages énergétiques de la 5G. Encore faut-il le démontrer avec une approche de bout en bout qui prend en compte tout le cycle de vie, les effets rebonds, etc. Ça, on n'en est pas encore là. On est un peu encore dans l'incantation, je trouve, en affirmant sans vraiment beaucoup de preuves aujourd'hui. Et on attend justement que les preuves viennent de ces premiers use cases industriels qui sont déployés. Côté grand public, le débat est plus compliqué, puisque là, on n'est pas sur des usages... on peut être sur des usages de loisirs qui peuvent être, dont on peut se demander s'ils sont utiles réellement à la société. Alors, fort heureusement, les journées donc 24 heures et donc les consommations de vidéos ne pourront pas augmenter au-delà d'une limite physique qui est le nombre d'heures qu'on peut y consacrer par jour. Mais néanmoins, il y a quand même tellement de gens qui n'ont pas accès à l'Internet aujourd'hui et qui n'ont pas les possibilités de regarder ces vidéos qu'on craint quand même une augmentation. Et donc, on travaille là-dessus pour sensibiliser et donner à nos clients, et d'ailleurs la loi va nous obliger en France en janvier 2022 à afficher l'empreinte environnementale de leurs usages sur smartphone, hein, donc on y travaille activement. Voilà, mais on a des débats quand même pas simples avec nos équipes marketing qui sont un peu dans le business as usual, où on fournit toujours plus des forfaits illimités, de l'abondance, etc., qui a été le modèle des télécoms pendant des années. Et maintenant, on voit que ce modèle n'est pas forcément complètement soutenable au vu de la situation de la planète. Donc on a des discussions très très intéressantes en ce moment au sein d'Orange, et je pense au sein de nos pairs. Et vous savez que les technologies, on parle de la 5G qui cristallise beaucoup de passion et de fake news d'ailleurs qui sont diffusées par les médias sociaux. La 5G, ce n'est qu'une évolution après la 4G, après la 3G, après la 2G, etc. Et donc, ces technos-là, elles se préparent des années à l'avance en normalisation. Et donc, on est déjà en train de réfléchir avec un certain nombre d'acteurs à la 6G. En fait, la 5G se déploie, mais que sera la 6G ? Et là, on a décidé d'aborder le problème de manière complètement différente. On a la chance chez Orange d'avoir, comme le disait Sophie, beaucoup de... non seulement des ingénieurs, mais aussi des sociologues, des marketeurs, etc. Et dans notre division technologie globale innovation, on a plusieurs centaines de marketeurs, de sociologues, de designers, etc., qui interagissent avec nos milliers d'ingénieurs. Et ça permet d'avoir des réflexions extrêmement riches. Et la 6G, on s'est dit, chez Orange, on ne veut pas l'aborder entre guillemets à l'ancienne, c'est-à-dire comment faire pour diffuser toujours plus de débit en essayant d'être toujours plus efficace en termes de consommation énergétique, de débit transporté, d'efficacité spectrale, etc., etc. Mais on a décidé d'abord de se poser la question, qu'est-ce qu'on veut en faire de la 6G ? Qu'est-ce qu'on veut en faire dans le monde futur, en termes de performance, en termes d'efficacité, en termes de résilience, puisque les scénarios, certains scénarios peuvent intégrer des scénarios d'effondrement, et donc là, le problème n'est plus l'efficacité ou le débit ou l'abondance à tout prix, c'est plutôt la résilience. Et donc on a commencé au sein d'Orange Labs à réfléchir à des différents scénarios de description du monde. Donc un scénario d'effondrement, et on se dit « what if ?» Quel pourrait être le rôle d'un opérateur comme Orange dans un scénario où tout se casse la figure ? Des scénarios qu'on appelle des scénarios des communs, où on a des regroupements autour d'intérêts régionaux. Un scénario exponentiel, où on fait une confiance aveugle à la science, à l'intelligence artificielle, etc., mais avec un monde dont on pense qu'il va se fragmenter, qu'il se fragmenterait avec des sociétés à plusieurs vitesses, etc. Donc, suivant chaque scénario, on se dit, on commence à réfléchir à quel serait notre rôle en tant qu'opérateur telco, et qu'est-ce qu'on voudrait faire de nos 6G dans chacun de ces scénarios-là. Et on essaye d'entraîner nos partenaires
au sein de la GSMA, qui est l'association des opérateurs, pour que la 6G ne soit pas réfléchie comme l'a été la 5G et toutes les générations antérieures, sous un angle purement technique et d'efficacité. Alors, donc ça, c'est assez nouveau pour nous, mais voilà, je pense que ça permet de montrer que la prise de conscience a bien été prise. On a également en réflexion la création d'un Transition Lab chez nous, Orange Labs, qui est un laboratoire qui se place délibérément dans un scénario d'effondrement et qui essaye d'imaginer quelles pourraient être les solutions apportées par un opérateur comme Orange. Alors, ce qui est frappant dans ces analyses un petit peu, pas forcément rassurantes d'un point de vue extérieur, mais plutôt innovantes du point de vue de la manière dont on va faire la prospective, c'est que ça pose la question aussi, ces scénarios, ces diverses évolutions possibles de la suite, des limites en fait. Je sais plus où j'avais entendu ça, mais c'était The Next Frontier is the Frontier, c'est-à-dire que prochaine étape de notre civilisation, ça va être peut-être de prendre conscience des limites et du monde fini, et savoir comment poursuivre avec finalement des limites qui sont délimitées désormais, et pas uniquement dépasser la frontière sans s'interroger sur la suite. Et donc ça, c'est un enjeu finalement qui est nouveau, qui fait aussi peut-être partie de la Next Frontier au sein de la recherche. Donc Ali, vous m'aviez parlé. Oui, alors c'est vrai que nous, moi ce que je vois en termes de gros changements là, à venir, alors je vous ai dit, vu l'évolution, on voit qu'aujourd'hui les méthodes de mesure d'impact sont de plus en plus enseignées, comprises, prises en compte au niveau de l'industrie. Et c'est tant mieux, il y a encore des choses à faire, mais ça avance et c'est en train de s'implémenter. Le next step, c'est justement, ça va être celui-là. Ça va être aujourd'hui, on sait comparer. Ça prend du temps, c'est compliqué, voilà. Mais on sait comparer une version N-1 on sait comparer la 3G à la 4G, la 4G à la 5G et bientôt la 5G à la 6G. Et du coup, on est dans une espèce d'amélioration incrémentale. Mais bon, comme dit Sophie, ça suffira pas. Cette amélioration incrémentale à cause des effets rebonds, à cause de l'augmentation de la population, à cause de plein de facteurs. Voilà, et donc le prochain changement côté industriel, côté société même, c'est très certainement de prendre conscience des limites planétaires. Donc aujourd'hui, il y a des publications qui sortent de gens experts en environnement qui nous présentent très bien les problématiques de limites planétaires. On est complètement dans le rouge sur la biodiversité, on est rouge vif sur le changement climatique. Voilà, on a déjà des secteurs où vraiment on est hors limite. Voilà. Et aujourd'hui, il y a tout un champ de recherche qui doit se pencher sur comment on refait descendre ces limites à un niveau pour fournir des indicateurs sur ce qui est acceptable de faire au niveau de notre activité humaine, citoyenne, industrielle, etc., etc. Et là, c'est très clairement, je pense que cette redescente d'indicateurs, elle va peut-être faire un petit peu mal, puisque là, on va parler, comme à une époque, on parlait du facteur 4, du facteur 10. Je pense que sur certains points, on risque de parler de facteurs encore plus stricts de réduction de ce qu'on fait, où là, il va falloir vraiment innover pour maintenir un certain niveau standard de vie dans les limites définies par les limites planétaires, dans la limitation de consommation de ressources et d'émissions, quoi. Donc ça va être un des gros enjeux à nouveau, sur lequel vont être confrontées les entreprises assez directement. Alors, elles font des efforts, elles ont déjà essayé de façon incrémentale d'améliorer, mais là, je pense qu'il va y avoir un nouveau gap à passer. Et ce gap-là, il ne se passera pas tout seul. C'est pas Orange ou je ne sais pas quelle autre entreprise qui demain va dire je réduis par 100 mes impacts, mes émissions dans l'eau ou je ne sais pas quoi. Ça va sûrement passer par à la fois des décisions politiques, des prises de conscience des consommateurs, etc. etc. Donc on risque à nouveau de se réunir et de se retrouver tous autour de la table à dire comment on fait, qui fait quoi. Ce ne sera pas à une entreprise de résoudre, ce ne sera pas à un consommateur de résoudre, ce ne sera pas à un homme politique de décider. Il va falloir trouver un petit peu une concertation commune autour de ces nouveaux enjeux liés aux limites planétaires.
Alors, on a déjà eu un genre de débat, j'étais toute jeune maître de conférence, j'avais assisté à des tables rondes, à des discussions, pas des tables rondes, à des discussions sur les enjeux plus de pétrole en 2020-2030, avec des économistes, des technologues. Donc moi, je suis génie mécanicienne, donc conceptrice, des concepteurs. Et puis il y avait aussi des philosophes qui venaient, et puis on discutait tous autour de la table, et comment on va faire à cause de la problématique de l'accès au pétrole. Et puis à la fin des 3 heures de discussion, les gens se retournaient vers les technologues en disant « On est sauvés, vous êtes là, vous allez nous trouver la solution ». Ce qui était absolument inconfortable pour nous, puisqu'on savait très bien que tout seul, on ne trouverait pas la solution et qu'il fallait modifier à la fois les usages et les comportements, quoi. Alors, ce qui est un peu gênant en ce moment, c'est qu'on a un peu le même type de réunion, le même type de débat, et qu'aujourd'hui, on se tourne vers nous en disant « c'est de votre faute ». Donc ça, c'est vraiment le point qui est... Bon, finalement, c'était déjà dérangeant que les gens nous prennent pour les superwoman de la green tech. Mais bon, aujourd'hui, c'est aussi un peu gênant d'être aussi montré du doigt. Donc, va vraiment falloir, alors, je pense, le challenge de demain, c'est trouver des solutions pour, dans ces limites planétaires, penser intelligemment ce qu'on veut faire des ressources qu'on a et des droits aux émissions qu'on a, et faire des choix par rapport à des notions de valeur. Donc, je pense qu'il va falloir réintroduire la notion de valeur dans nos activités, dans nos comportements, et à tous les niveaux, hein. Je le redis, hein, industrie, privée, voilà, et puis essayer de faire que les gens s'organisent et se reconcertent là-dessus. Et ceci, quel que soit le scénario, hein, qu'on soit sur du high-tech, sur du low-tech, bon, moi je parle beaucoup de technologie parce que je travaille sur les systèmes de production, mais ce sera vrai aussi dans d'autres secteurs industriels, hein. Il va falloir prendre des décisions sur quelle valeur on donne à quoi et comment on répartit ce qu'on a pour mieux gérer son portefeuille quelque part. Donc on voit qu'il y a des limites physiques, des limites planétaires, dont on peut espérer pouvoir commencer parfois à les prendre en compte, notamment via un certain nombre d'évolutions, par exemple de la réglementation, mais des fois ces évolutions ne sont pas encore là ou n'existent pas. Donc certains acteurs privés prennent les devants et commencent à y réfléchir en intégrant cette notion systémique, un petit peu comme l'exemple de tout à l'heure sur la 6G. Et j'avais envie de terminer ce tour de table, cette table ronde, en bouclant la boucle sur la dimension technologique, puisque c'est un peu la thématique du forum d'aujourd'hui, avec Pedro, sur en effet le fait que la technologie a son mot à dire dans ce contexte systémique, certes, vis-à-vis de ces tendances dont on est en train de discuter sur chacun des maillons de la chaîne d'innovation. Qu'est-ce que vous voulez passer, notamment au regard de ces enjeux qui sont massifs, et dans quelle mesure ça commence à répondre sur l'aspect technologique en essayant d'intégrer aussi ces évolutions systémiques aux enjeux forts qu'on a évoqués en introduction. Oui, merci. Juste un petit mot sur ce risque d'effondrement et sur les limites planétaires. Je trouve vraiment exceptionnel et très intéressant cette approche du 6G que vous faites chez vous, à Orange, parce que finalement, ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose que beaucoup d'autres groupes pourraient faire. En plus, nous savons déjà ça fait 40 ans, nous avons le rapport Meadows, je crois qu'il s'appelle, des ingénieurs du MIT. Ils ont fait une prévision sur une douzaine de paramètres, et dans ces dernières 40 années, l'évolution réelle des paramètres qu'ils avaient prévus est en train de parcourir la croissance qui était prévue, et selon ce rapport, dans les prochaines 10, 20, 30 années, effectivement, on aura cet effondrement. Non ? Donc c'est vraiment une info qui vient de la science et qui est à disposition de tous les grands groupes, et même aussi des politiciens. Et même s'il y a quelques experts qui essayent de prévenir le monde, comme par exemple Aurélien Barraud d'ici de Grenoble, l'astrophysicien, je pense que souvent ce genre de message passe à côté
des grands acteurs économiques et politiques. Non. Ensuite, lié à ça, je pense qu'il y a un énorme travail à faire dans la régulation. Récemment, on a appris que la Chine a annoncé la neutralité carbone en 2060. J'aurais jamais imaginé une annonce comme ça. Moi, j'avais toujours pensé que ce serait l'Europe ou peut-être les États-Unis qui allaient prendre le lead sur ça, mais ça va être les Chinois. Aux États-Unis, il faut attendre 4 semaines le résultat des élections, on verra. Oui. Ouais. Et oui, et ensuite pour terminer avec quelques exemples d'innovation qui en plus sont liés au 5G par exemple et au 6G. Une de nos startups par exemple a développé une puce pour réduire 3 fois la consommation en énergie des stations 5G. Évidemment, la clé ne passe pas seulement par la réduction de la consommation d'énergie, même si cette réduction serait immense dans le 5G, parce qu'on va continuer à dépenser de l'énergie, à consommer de l'énergie, même si en même temps, il y a énormément de travail à faire aussi dans les aspects sociétaux, par exemple. Non ? Et finalement aussi lié au data center. Une de nos startups a développé un système de refroidissement, de génération de froid qui consomme 5 fois moins d'énergie et qui n'utilise pas de gaz à effet de serre. Et ça, c'est un bon exemple aussi d'innovation qui s'anticipe à la régulation, parce que d'ici 2025, les systèmes industriels de génération de froid ne pourront pas utiliser des gaz à effet de serre. Et cette start-up a déjà est en train de mettre sur le marché ce genre de solution qui vise surtout les data centers, donc qui sont des gros consommateurs de froid. Non. Donc, il semble que l'innovation prend l'avance sur la régulation et j'espère que les politiciens européens vont prendre ça en compte pour leurs futures décisions. Merci Pedro, merci à toutes et tous. Alors on va passer une petite phase de questions-réponses avec la salle, si nous avons des volontaires. Oui, je voulais savoir si la notion d'empreinte carbone est quelque chose de bien défini. Et puis effectivement, si on a les moyens actuellement de mesurer cette empreinte carbone de manière précise ou pas. C'est une question pour Carbone 4 ou pour nous? Oui. J'ai proposé des éléments de réponse. Alors, la question que vous posez, c'est qu'est-ce que c'est l'empreinte carbone finalement? Comment ça se mesure? Oui, donc alors du point de vue il y a des standards pour le mesurer, et des ISO, etc. Il y a notamment un canevas qui s'appelle GAG Protocol pour le faire, donc qui est international. L'empreinte carbone, c'est de la comptabilité finalement. Alors, la comptabilité financière, ça fait des centaines d'années que ça existe. La comptabilité carbone, beaucoup moins. Donc, comment dire, la tuyauterie des données n'est pas toujours là pour arriver à un certain nombre d'estimations. Mais l'idée, c'est pas d'avoir des chiffres des résultats avec 5 chiffres derrière la virgule. C'est d'avoir les bons ordres de grandeur. Et finalement, les bons ordres de grandeur, c'est un des sujets qu'on a discuté aujourd'hui. C'est-à-dire que l'empreinte carbone va être capable de vous dire, via un certain nombre de règles de 3, c'est pas des intégrales triples, c'est assez simple sur le principe, que par exemple, si vous avez besoin en amont de votre chaîne de valeur d'acier, que vous achetez 100 tonnes d'acier, on sait, en fonction de sa provenance, quelle est la quantité d'énergie qui a été nécessaire pour produire cet acier, pour extraire le minerai qui a permis de faire cet acier, etc. Donc toute la chaîne de valeur, toutes les étapes, et on transforme ça par rapport à ce suivi des flux de matière et d'énergie en émissions. Donc oui, il y a une incertitude, des fois qui peut paraître grande, qu'on n'a pas trop l'habitude, mais c'est pas le sujet finalement, parce qu'on x2 par rapport à x1000, de toute manière, on reste dans les ordres de grandeur pour savoir que finalement,
mon exposition à un risque carbone va être très fort si je ne recycle pas mon acier, parce que ça représente 2/3 de mon empreinte carbone, et que certes c'est bien de changer les goulets en plastique à la machine à café, mais ça pèse 0,0001% et c'est peut-être pas le sujet. Ça sert à que ça sert, c'est-à-dire identifier les ordres de grandeur, les gros cailloux, comme on dit, même si la photo est floue, il faut qu'elle soit la plus large possible. Voilà, c'est un petit peu mais non, ça fonctionne. Oui. Ce qu'on peut quand même dire, c'est que dans toutes les méthodes de calcul d'impact environnementaux, c'est la seule qui fait aujourd'hui consensus. C'est-à-dire, vous avez plein de méthodes de calcul d'impact environnementaux en analyse de cycle de vie. C'est la seule qui est commune et qui est admise par tout le monde. Donc, de ce côté-là, les scientifiques ont réussi à se mettre d'accord sur le fait que c'est tel type de gaz, tel type de... Voilà, les CO2 vont impacter comme ça le changement climatique, parce qu'on parle de CO2 équivalent en fait, en termes d'empreinte carbone. Donc le méthane va impacter comme ceci, les CFC vont impacter comme ceci. Et là, il y a vraiment consensus. Donc nous, en fait, qu'est-ce qu'on fait ce que fait Carbone 4, c'est il regarde les activités liées à l'existence de ce gobelet ou de cette gourde, et ils vont calculer en fait tous les gaz qui sont émis, voilà, et puis toute l'énergie utilisée pour comptabiliser aussi les gaz émis pendant la production de cette énergie, etc. Donc on compte, c'est vraiment de la comptabilité. Et ensuite, les scientifiques ont mis en place ces méthodes de transformation de substances consommées et émises en impact climatique, dans le cas particulier de l'empreinte carbone. Et on a ce type de calcul sur tous les impacts, sur un grand nombre d'impacts environnementaux. Et ça va être la même démarche à chaque fois, à part que les méthodes de calcul sur l'eutrophication de l'eau, ou sur la toxicité humaine, ou sur... ils sont peut-être moins partagés, et il y a encore pas mal de discussions. L'avantage de l'impact carbone, c'est qu'il y a consensus sur le calcul. Et d'ailleurs, il y a consensus sur les taxes carbone ensuite, entre industriels, etc. Enfin, une question là-haut. Oui, bonjour. Merci pour ces éléments très intéressants. Quelles leçons tirez-vous de la crise sanitaire, notamment des données sur des modifications locales ou partielles ou globales de l'empreinte carbone? Et dans vos secteurs différents, comment ces enseignements vont-ils être pris en compte par rapport à l'innovation et par rapport à cette synergie, justement? Peut-être Christophe, je ne sais pas si vous avez des éléments au regard de du groupe qui a peut-être une vision sur les usages en particulier. Alors, sur la crise sanitaire, on a vu qu'elle a été un formidable accélérateur de l'usage du numérique, et donc ça a confirmé son caractère indispensable dans nos sociétés. Ça nous fait poser un certain nombre de questions quant à l'évolution de notre innovation. On a 8 portefeuilles d'innovation au sein d'Orange Technologie Globale Innovation, et pour chacun d'entre eux, on s'est demandé qu'est-ce que la crise Covid, quels sont les enseignements, qu'est-ce qu'il faut accélérer dans un monde post-Covid, qu'est-ce qu'il faut plutôt réduire, et voilà, qu'est-ce qu'il faut ralentir et qu'est-ce qu'il faudrait lancer. Donc, par exemple, sur les évolutions du monde du travail. On a vu que la crise Covid a fait gagner des années de prise en conscience, de maturité des entreprises sur le télétravail. Ça a fait changer radicalement, et dans des entreprises qui acceptaient du bout des lèvres le télétravail, maintenant c'est presque quasiment généralisé. Et donc, nous, on se pose la question, on a vu que nos solutions, nos réseaux, etc. ont tenu, mais quand même, on a vu aussi, je parle là pour Orange, l'émergence de concurrents, Zoom sur la vidéoconférence, qu'on ne connaissait pas avant, qui ont fait des progrès fantastiques. Et donc, ça nous interroge, nous, sur notre innovation pour fournir les meilleures solutions, par exemple, de collaboration ou de télétravail aux entreprises. Voilà, ça, c'est un exemple. On parlait de 5G tout à l'heure. À un moment, Stéphane Richard, notre PDG, a dit force est de constater que les réseaux 4G ont tenu. Donc du coup, ça nous incite plutôt un peu à ralentir la vitesse de déploiement de la 5G, parce que la 4G a tenu, et le problème, c'est plus de déployer la fibre et la 4G partout, et de déployer la 5G là où c'est nécessaire pour désaturer le réseau,
parce que je rappelle ou j'informe que c'est la première raison du lancement de la 5G, c'est pour désaturer nos réseaux qui sinon seront saturés en 2022 à cause de la progression de 40% des usages year on year. Donc ça sert d'abord à ça. Voilà. Donc oui, effectivement, le Covid a stimulé une réflexion sur le monde post-Covid et quelle est l'évolution de nos axes d'innovation. Très honnêtement, c'est pas si disruptif que ça. La conclusion, on a vu quelques tendances d'accélération, quelques freins, mais pas de remise en cause. Voilà, on n'a pas drastiquement changé notre politique d'innovation pour autant. Est-ce qu'au sein de la recherche ou au niveau des innovations que vous avez vu passer, Pedro, peut-être, il y a des éléments innovations, complémentaires? mais je pense qu'on peut aussi faire un lien avec la crise du Covid et la crise climatique ou transition énergétique. Dans beaucoup de pays, pendant cette crise Covid, c'était pas les experts qui... les experts essayaient de donner leurs avis, mais c'était pas l'avis des experts qui était pris en compte pour prendre les décisions politiques, non ? Et on peut penser par exemple aux États-Unis, non ? Et je pense qu'on peut faire un peu le lien aussi sur l'émergence climatique. Les experts depuis très longtemps nous préviennent, et les agents économiques et les agents politiques, je pense que souvent ils ont du mal à s'approprier de ces infos, les comprendre et ensuite les appliquer. Je pense qu'il y a un parallélisme là qu'on peut faire aussi. Ouais. Alors, moi, côté recherche, donc moi je travaille sur dans le domaine du génie industriel, donc dans la conception de produits, mais aussi des systèmes de production. Donc là, c'est clair que la crise, elle nous a montré à quel point nos systèmes de production pouvaient être bouleversés par ce type d'événement. Mais ça nous a aussi montré à quel point, sur certains aspects, on arrivait à être un peu résilient et s'adapter. On a vu pas mal de choses, de jolies choses se mettre en place sur des nouveaux systèmes industriels plus localisés. Voilà. Alors, finalement, c'est pareil, c'est un accélérateur. Aujourd'hui, l'Europe investit beaucoup dans tout ce qui est économie circulaire, un petit peu de relocalisation, garder les matières dans le giron de l'Europe. Voilà. Bon, là, la crise a vraiment mis ça en exergue, quoi. Donc, il y a nécessité pour certains secteurs et puis certains produits, peut-être de remettre ça un petit peu en local. Nous, on travaille déjà sur des programmes qui visent la mise en place de nouveaux systèmes de production circulaires, donc qui permettent de réintroduire des produits usagés pour en créer des nouveaux. Donc c'est des choses qui en recherche sont déjà à l'étude. Et là, on a vu, on a vu ça se mettre en place de façon vraiment accélérée grâce au Covid. Donc, du coup, on a un peu une démonstration de la preuve des concepts qu'on est en train à peine d'élaborer. Donc, je pense que ça va servir aussi d'accélérateur dans nos recherches, sachant que quand on vise la circularité d'un système industriel, on vise la diminution de l'usage des ressources, la diminution des impacts environnementaux. Enfin, on a aussi cette vocation à diminuer les impacts environnementaux, les impacts carbone, quoi. Il y a des entreprises qui sont installées en France qui font déjà ça. On appelle ça du remanufacturing. Alors, dans l'automobile, c'est l'échange standard. On avait travaillé une fois avec des gens sur Limoges qui remanufacturent des moteurs de camions et qui, à partir d'une carcasse, refont un produit neuf, état neuf et qui fonctionne. Voilà, c'est des solutions. Alors, c'est des scénarios qu'on envisage dans le futur pour faire décroître les impacts liés à nos activités industrielles. C'est un scénario parmi d'autres, mais c'est un scénario qui est sérieusement creusé aujourd'hui au niveau européen. Et dont la preuve de concept s'est vue réalisée sur certains applicatifs là, pendant la crise Covid. 2 questions. Oui, bonjour.
Bien, vous êtes là sur la table ronde des chercheurs, des scientifiques, des technologues, une entreprise. Et puis vous avez dit tout à l'heure, et je suis assez d'accord avec vous, ce qu'il faut, c'est des innovations de rupture. Et chacun voyant, on va dire, ces enjeux au pas de sa porte, les innovations de rupture font peur. Et voilà. Et là, il y a un grand absent, me semble-t-il, c'est le politique. Et dans cette table ronde, c'est le politique qui peut cadrer et peut-être forcer à ces innovations de rupture, changer les valeurs. Vous avez parlé de valeurs tout à l'heure. Ma question, c'est quelle est l'appropriation du politique, pardon, la vaste question, mais à votre sens, de l'appropriation de cet enjeu-là? Moi, je ne le vois pas aujourd'hui, mais en tant que citoyen, l'Union européenne, elle pousse la concurrence, point. Concrètement, qu'est-ce qu'elle met en œuvre, pour parler que de l'Europe, pour faire en sorte que cette appropriation sociétale se fasse? Alors voilà, entre vous, là, qui êtes très conscients, et les politiques qui pourraient donner le cadre, quelle appropriation des politiques de ces enjeux-là? J'ai l'impression qu'il y a quand même un début d'appropriation. On a vu le Green Deal européen, on voit le plan de relance économique qui met 30 ou 40 milliards sur des aspects liés à la transition énergétique. Donc il y a des choses qui se passent quand même en ce moment, j'ai l'impression. Après, il y a aussi, sur ces enjeux de transition environnementale, beaucoup de mauvais débats ou de stupidités qui, quelquefois, sont proférées par nos politiques. Donc, il y a un peu de tout. Sophie? Oui, par rapport au numérique, je voulais juste mentionner la publication en juillet d'une feuille de route du Conseil national du numérique qui a vocation à guider quand même la politique du gouvernement sur les questions environnement et numérique. Je suis d'accord avec vous. Je pense que du côté je pense qu'au niveau politique, il y a aussi une difficulté à bien saisir typiquement les enjeux et les ordres de grandeur qui sont liés à ces questions-là. Et aussi, il y a cette tension à laquelle, j'imagine, vous êtes encore plus confrontés que nous, chercheurs, cette tension entre les enjeux économiques et les enjeux écologiques. Et ça, il n'y a pas... Enfin, je veux dire... Le politique ne pourra pas y aller non plus tout seul. On est vraiment dans un... En fait, là, le problème, il est qu'on est dans un deadlock qui est que les entreprises attendent les politiques et les consommateurs attendent que les entreprises et les politiques prennent les mesures, et les politiques disent « Ah bah oui, mais ça, si les citoyens ne nous suivent pas, les citoyens ne voudront jamais. » Bon, alors tout le monde fait dire ce qu'il veut aux citoyens. Le citoyen, on lui demande en général pas beaucoup son avis. Bon, vous avez vu les résultats de la Convention citoyenne pour le climat. Bon, on verra bien ce qu'il en ressort. Mais la vérité, c'est que cette tension entre le modèle économique et les enjeux écologiques, pour l'instant, on ne sait pas exactement comment la gérer au niveau politique. Enfin, ça, la réponse, je pense. D'autant qu'il y a le calendrier politique qui est quand même une variable essentielle du débat, parce que l'horizon politique n'est pas le même que l'horizon de transition de la planète. Même s'il est de plus en plus rapide, la transition écologique, l'effondrement ou soit c'est de plus en plus visible, c'est quand même sans commune mesure avec l'horizon des prochaines élections, malheureusement. Et ça, je pense que c'est un facteur important. Le tempo joue. Peggy? Ouais, après, faut être aussi... Enfin, je suis d'accord avec vous, il y a des choses qui font... Enfin, ça fait avancer beaucoup de choses quand même. Si je me projette un peu en arrière, la responsabilité élargie des producteurs, elle est quand même assez récente, c'est début des années 2000. Jusque 2000, le producteur n'était pas responsable de son produit en fin de vie. Donc cette responsabilité élargie des producteurs, j'y croyais pas trop moi au départ, et finalement aujourd'hui tout industriel se sent vraiment responsable de son produit en fin de vie, avec ces problématiques aussi de réparation, d'arrêter l'obsolescence programmée, etc. Donc cette directive-là, elle a eu des effets, mais il fallait que quelqu'un ait un peu le courage de la poser sur la table. La ROHS, qui ensuite a donné lieu... c'est la directive qui interdisait 8 substances en 2005, le chrome, cadmium, mercure, etc. En 2006, on avait les industriels qui nous appelaient en disant comment je fais pour remplacer mes soudures au plomb dans mon électronique, j'ai plus le droit, et ça a été respecté. Par contre, c'est clair que prendre ces mesures-là, aujourd'hui c'est REACH qui est en place, donc pareil, ça a demandé un effort énorme à l'industrie de se mettre en ligne avec ça, mais ça se fait, quoi. La difficulté, je pense, aujourd'hui, c'est que si on mettait en place
tout ce qu'il y a à faire sous la forme de directive, on aurait un petit peu un effet d'opposition fort, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et à nouveau, on en est à déterminer aujourd'hui les échelles d'impact pour donner la priorité, parce que si on se met à sortir des directives sur taux de recyclabilité, taux d'usage numérique, taux de ci, taux de ci, taux de ça, à mon avis, ça va plus suivre, quoi. Donc il faut voilà. Pour moi, là, dans les 15 dernières années, la REP, la responsabilité élargie des producteurs, elle a vraiment fait avancer les choses. Là, il faudrait qu'on ait un équivalent REP sur, je sais pas, limite planétaire, voilà. Mais effectivement, ça ferait avancer les choses. Après, ça s'éloigne un peu de mon métier de chercheur. Je sais pas trop, à part informer, former, voilà, et comment agir là-dessus. On voit que les choses se mettent en place. Ouais, je voulais juste rebondir, parce que tu l'as mentionné plusieurs fois, donc comme tu l'as très justement dit, Peggy, le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on est hors des limites planétaires. Le risque, faut bien prendre conscience de ce que ça veut dire être hors des limites planétaires. Il y a un risque qu'on ne sait pas estimer aujourd'hui, de sortir le système Terre de son état stationnaire. Et là, après, c'est la grande aventure. Donc on se posait la question par rapport tout à l'heure, vous posiez la question, la crise du Covid, qu'est-ce qu'on en retire ? C'est un peu un crash test de la résilience de notre société. C'est ça qu'on a vu, d'une certaine manière. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a appris ? Effectivement, le réseau 4G a tenu, par exemple. Donc il y a des choses, on n'était pas forcément sûr. On voit, du coup, dans des circonstances pas exactement agréables, ce que ça donne. Il faut imaginer que si réellement, au niveau climatique, on sort de l'état actuel du système, qu'on se retrouve du coup crise après crise, cette notion de résilience, elle va devenir absolument fondamentale. Et moi, je pense aussi que ce qu'on a vu, pour répondre un peu en retard à votre question, ce qu'on a vu dans cette crise du Covid, c'est la nécessité d'anticiper sur ces questions-là. Donc ça veut dire que en pleine période Covid, c'est peut-être pas le bon moment pour se poser des questions sur notre système de santé. C'était avant qu'il fallait y réfléchir, après on gère la casse. Sur la question climatique, sur la question environnementale, on est exactement dans cette situation où il ne faut pas attendre de réellement sentir dans nos chairs les effets du réchauffement climatique, du dérèglement climatique et de la crise environnementale pour se retrousser les manches et s'y mettre. Voilà. Ensuite, par rapport pour revenir sur cette question des limites planétaires et que fait le politique, il me semble que une des difficultés dans le débat actuel, c'est de ne pas poser les questions comme tu l'as fait tout à l'heure, c'est-à-dire en termes d'arbitrage. En fait, la réalité, c'est que là, vu la situation, ce qu'il faut, c'est arbitrer. Donc une solution technologique qui soit réellement pertinente actuellement, c'est une solution technologique qui serait plus efficace qu'une solution sociétale. Et c'est ça le vrai enjeu. En fait, parmi les solutions actuellement qu'on serait capable de mettre en place, lesquelles sont technologiques et lesquelles ne le sont pas. Et le débat n'est jamais cadré comme ça. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui devrait relever du politique et qu'on devrait être capable de pousser en tant que citoyen. Et ça simplifierait grandement la situation, je pense, pour les chercheurs, mais surtout pour les startups, par exemple, parce que du coup, le business model serait nécessairement en accord avec les enjeux écologiques, ce qui n'est pas le cas actuellement. C'est toute une difficulté, c'est quand vous allez construire une start-up, comment vous faites pour vous assurer que votre business model il est effectivement compatible avec les enjeux. Actuellement, c'est extrêmement difficile. Et il faudrait quand même que vous le fassiez, parce que si vous attendez le politique, on ne sait pas où on sera. Voilà. Peut-être quelques éléments complémentaires pour terminer sur cette question. Je vois qu'il y a 2 autres questions. Du point de vue politique, en effet, comme l'a mentionné tout à l'heure Christophe, finalement le tempo pose une problématique assez analogue à celle des entreprises qui pensent à 2, 3, des fois 4 ans, 5 ans, mais c'est de plus en plus rare. Et vis-à-vis des enjeux dont je m'occupe, par exemple, avec certaines directions, de projeter l'activité d'une entreprise dans un monde bas carbone à 2030, 2050, c'est un exercice qui est loin d'être fréquent de nos jours, alors qui rafraîchit les neurones en général quand on s'y met. D'ailleurs, la plupart des gens avec qui je travaille sur ces sujets sont ravis de se plonger là-dedans, même si les enjeux sont pas toujours très réjouissants de prime abord. Donc ça, c'est le tempo. C'est-à-dire qu'en effet, le temps politique est peut-être... mais ça, c'est commun. Beaucoup de problématiques liées à la décision politique et pas le bon. Le deuxième point, c'est quand même une forme de dissonance aussi du point de vue du grand public par rapport aux enjeux de résilience qui peuvent être portés par certains responsables politiques. Bon,
Je mentionnerai les tendances qu'il y a eu, que ce soit à Grenoble, à Lyon, récemment avec les municipales par exemple, et les enjeux à l'échelle globale et les contreparties à l'échelle locale pour l'individu, qui fait que oui, je veux bien, mais si c'est plutôt les autres qui font, je préfère. Bon, ça c'est aussi assez classique, mais je pense que ça participe du dilemme qu'ont certains politiques à se lancer vraiment, même s'ils savent. Peut-être des fois ils ne croient pas ce qu'ils savent. C'est un peu un problème. Ou alors ils n'osent pas y croire parce que sinon ça voudrait remettre en question un certain nombre d'enjeux et d'engagements qu'ils ont pu prendre, et derrière politiquement c'est compliqué. Dernier point, pour finir sur votre question, tout dernier point sur l'Europe. Alors il y a quelque chose, un petit point qui peut être intéressant sur le plan politique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle la taxonomie européenne qui cadre, et qui est tout récente, qui cadre les investissements qui seront validés avec des grosses guillemets, parce que ça veut dire beaucoup de choses, vert et de ce qui n'est pas vert. Et en fait, derrière, va percoler tout un tas de conséquences vis-à-vis des investissements, des choses qu'on voit déjà au sein des entreprises, puisque finalement, les entreprises et le pouvoir politique, c'est tout un tas de décisions collectives par rapport à l'individu qui, lui, a finalement peu la main, ne serait-ce que uniquement sur le sujet de la réduction des émissions. L'essentiel des évolutions va passer, je pense, par les pouvoirs politiques et les entreprises. En tout cas, l'essentiel de l'effort. Et c'est le triangle dont on parlait tout à l'heure, où les individus disent « moi je peux rien faire, on ne me propose pas de produits bas carbone », les entreprises qui disent « oui, mais les politiques ne mettent pas de réglementation, etc. » et l'État dit « je peux rien faire, les individus ne votent pas sur ce qui ferait changer les choses », on s'en sort jamais en fait. Donc il y a une histoire de poule et d'œuf, certes, mais l'essentiel de l'effort, je pense, est collectif d'abord, et c'est cette taxonomie européenne peut être un des éléments qui débloque un peu la situation pour commencer à investir dans ce qui a proposé des solutions et générer une boucle plus vertueuse que la voie un petit peu sans issue dans laquelle on peut avoir l'impression de se trouver aujourd'hui. Oui, vous m'entendez ? Voilà, pour pousser l'innovation et dans le sens de la décarbonation de nos productions, fabrication, etc., il y a quand même un gros levier, ça fait suite à les questions précédentes, un gros levier important que sont les achats publics. Les achats publics, c'est 200 milliards d'euros. C'est quand même pas par an. Bon, comment utiliser ça ? L'Europe aussi nous pousse, ce que vous disiez aussi, à inclure dans nos choix l'empreinte environnementale, mais en particulier, la plus urgente, c'est bien l'empreinte carbonée. Ça consisterait à mettre dans le cahier des charges un paragraphe sur l'empreinte carbone qui est dégagée par chaque production. Donc on sait, je crois, à peu près quantifier cette empreinte. Pourquoi ne pas la pousser et de façon à faire émerger les entreprises aussi qui vont plus loin dans leur innovation et les mettre en tête, surtout en concurrence internationale. Merci. Allez-y Sophie, juste alors encore peut-être une question après, et je pense qu'on pourra s'arrêter là. Pour faire une réponse un peu anecdotique, mais l'enseignement supérieur et la recherche française, c'est le plus grand client de Dell en Europe. Donc typiquement, il y a un marché. Donc ça veut dire que quand le marché Matinfo demande à Dell d'augmenter la durée de garantie de ses ordinateurs, Dell, effectivement, il réfléchit sérieusement. Donc effectivement, ce que vous dites, c'est quelque chose qui peut passer par les marchés publics de façon générale. Et typiquement, pour les biens matériels, l'extension de la garantie, ça serait par exemple un point d'entrée extrêmement puissant. Je ne sais pas comment faire bouger les choses là-dessus, mais j'appuie complètement votre remarque. Et certaines entreprises intègrent déjà ce critère d'empreinte dans oui, bien sûr, c'est le choix de leurs fournisseurs. C'est déjà dans tous nos RFP de réseau et on va l'étendre aux RFP de terminaux, etc. pour systématiquement demander d'avoir un bilan carbone de la fourniture d'une analyse de cycle de vie. Parce qu'une ACV, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Ça peut prendre jusqu'à 6 mois sur un produit lambda. Et donc, on n'a pas, chez Orange, on a très très peu d'experts ACV, même si on a décidé de les multiplier par 5, mais c'est 5 fois un chiffre très faible, donc je ne vous dirai pas jusqu'où on va. Voilà, on investit là-dessus et on demande à nos parties prenantes également de nous fournir les données pour qu'on puisse les prendre en compte dans la modélisation des impacts carbone de nos services.
Une dernière question peut-être, pour terminer. J'ai vu qu'il y avait d'autres mains qui étaient levées tout à l'heure. Alors je vous laisse vous... Je ne sais pas qui était le premier. Allô ? La première. Oui. Oui, bonjour. Moi, je suis frappé de voir quand même l'énergie qu'il y a à la création. Avec, on le voit ce matin avec toutes les entreprises là, qui sont là et qui sont très, très sincères sur les initiatives qu'elles peuvent porter. On est quand même dans une période où il y a un bouillonnement d'idées. Ce qui est peut-être difficile, c'est pour ces entreprises de leur permettre d'accéder justement à des marchés un peu massifs qui leur permettent de baisser leurs prix et d'accéder réellement à des marchés importants et à diffuser leur technologie. On a pas mal parlé de l'empreinte carbone comme une contrainte au cours de votre table ronde. Est-ce que vous voyez des grands champs nouveaux? Est-ce que justement en termes d'opportunités, la mesure de l'empreinte carbone ou la prise en compte de l'empreinte environnementale dégage des grands champs nouveaux pour l'humanité? Il faut rappeler que le GIEC a 30 ans. En 30 ans, les scientifiques qui étaient des académiques ont fabriqué vraiment une question politique. Ils sont en train de fabriquer une question industrielle avec les services climatiques maintenant. Et ça fait peu de temps quand même à l'échelle de l'humanité. Donc on est quand même dans un basculement, non pas seulement climatique, mais peut-être industriel. Est-ce qu'il y a des grands champs qui s'ouvrent par rapport à ces contraintes ? Je pense qu'il y aura deux personnes susceptibles de répondre directement à la question. Donc Christophe, via ce qu'il voit au sein de ses produits, services et des attentes des clients. Et peut-être aussi Pedro, au regard de ce que vous voulez passer sur le critère carbone, ça crée aussi des opportunités, pas uniquement une contrainte, si je reprends un peu votre question. Oui, effectivement, c'est une opportunité assez énorme pour nous. Si on regarde les émissions du secteur du numérique, c'est 3,5% des émissions numériques de la planète. Ça veut dire que les émissions des autres secteurs, c'est 96,5%. Et donc ça veut dire que si on est capable, nous les acteurs du numérique, de proposer des solutions à base de nos technologies qui aident nos clients B2B dans tous les secteurs industriels, agriculture, production énergétique, etc., à réduire leur impact, ne serait-ce que de quelques pourcents, on a un impact énorme. Donc c'est une opportunité business énorme pour nous, les acteurs du numérique. Oui, on dit que le numérique a un impact positif sur l'environnement, ça nous donne l'occasion de le démontrer. Oui, et ces émissions CO2, la réduction de ces émissions peut aussi aider les petites startups. Christophe parlait tout à l'heure du Green Deal et du plan de relance européenne. Il va y avoir un énorme investissement qui va être fait par l'Europe pour relancer l'économie et sur beaucoup d'activités. Une des contraintes va être l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de CO2, etc. C'est-à-dire que ce genre de soutien va permettre de faire émerger des innovations très performantes sur ce sujet qui peut-être auraient passé à côté sans ce genre d'investissement et de plan européen qui va se mettre en marche. Ouais. Sophie, vous vouliez ajouter quelque chose? Moi j'ai un dernier mot peut-être à ajouter. C'était juste une petite précision là-dessus, c'est qu'effectivement il y a probablement des technologies à développer dans ces domaines-là, mais moi personnellement ce que j'aimerais vraiment c'est qu'on soit capable de créer les conditions d'un arbitrage entre les solutions technologiques et les solutions non technologiques, et qu'on ait un vrai débat de société là-dessus. Et donc, quand on monte une start-up, on soit capable de s'interroger sincèrement sur la question des impacts directs et indirects de cette technologie qu'on développe. Et est-ce que réellement, sous quelles conditions, cette technologie sera bénéfique par rapport à une solution qui pourrait être non technologique. J'ai l'impression que les conditions de ce débat-là actuellement ne sont pas réunies et que ça pose un vrai problème. Du coup, encore une fois, est-ce que votre business model il est compatible avec les enjeux climatiques, et est-ce que réellement vous n'êtes pas implicitement en train de compter par exemple sur l'effet rebond quand vous envisagez le business plan de votre start-up? Ça, il me semble que si les entreprises réfléchissaient en amont dans ces termes-là, à mon avis, la question serait relativement différente et ça serait un effet extrêmement bénéfique
pour la discussion au niveau de la société. Voilà, pour terminer, finalement, j'avais envie d'introduire la notion de neutralité carbone. Alors, on mentionnait tout à l'heure le fait que la Chine s'est engagée à 2060, mais l'Europe, de par l'accord de Paris, c'est pour 2050. Donc, a priori, la Chine suit un certain nombre d'engagements dont l'Europe a déjà pris normalement la mène. La France est engagée pour être neutre en 2050 aussi, et elle a développé une stratégie qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone. Et en fait, cette notion de neutralité, elle est intéressante dans la mesure où elle peut ouvrir une compréhension des opportunités pour notamment les industriels, comme l'a mentionné tout à l'heure Christophe, vis-à-vis du fait qu'eux, ils pèsent 3% des émissions, mais ils peuvent agir sur une part significative de toutes les 97% qui restent. Ça, c'est intéressant parce que finalement, la neutralité, je finirai là-dessus, c'est vraiment important de comprendre ça, ces trois piliers, ces trois choses. La première, c'est réduire ces émissions. Réduire, la première. Si vous entendez des acteurs qui disent « je suis neutre », sachant que ça n'a pas forcément de sens, et qui ne réduisent pas leurs émissions, là, vous pouvez mettre l'étiquette greenwashing, il n'y a pas de problème. Donc d'abord, réduire ces émissions de manière significative. Donc j'évoquais l'ordre de grandeur de moins 40% en 2030 par exemple. Ça, c'est un bon ordre de grandeur. Par exemple, pour 2025, Orange a mentionné 35, je crois, ou 30. 30% sur Scope 1, Scope 2. Voilà, c'est les ordres de grandeur. Sauf que tout dépend du périmètre sur lequel on s'engage. Donc ça, c'est important d'y faire attention d'autre part. Deuxième pilier, ça va être de proposer des services vertueux par rapport au climat. Et peut-être certains acteurs vont voir leur empreinte augmenter, mais au bénéfice de tous leurs clients. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, je produis des véhicules légers, hydrogène ou vert ou bas carbone, ou batterie, électricité bas carbone, qui s'alimentent en électricité bas carbone. Moi, si mon business fonctionne bien, mon empreinte va augmenter, mais je contribue au deuxième pilier, c'est-à-dire de traiter un enjeu pour mes clients de réduction de ces émissions. Sachant que ces clients ont probablement des engagements, et donc moi, je gagne en compétitivité en proposant ces services-là. Donc, à nouveau, opportunité vis-à-vis de votre question. Et le troisième pilier de la neutralité, c'est quoi ? C'est absorber, capter le carbone. Donc ça, c'est une autre manière de compter. C'est encore des tonnes de CO2, mais différentes des deux précédentes. La première étant la réduction des émissions, la deuxième étant les émissions finalement évitées chez les clients, et la troisième, les émissions captées. Donc c'est ces trois grandes notions, sachant que la première est fondamentale. Il faut d'abord la faire en première de manière très significative, réduire ces émissions. Donc la neutralité, c'est un enjeu qui revêt derrière beaucoup de volets. Et sur la plupart de ces volets, les entreprises peuvent jouer pour gagner en compétitivité. Il y a, je finirai là-dessus, des startups aussi qui proposent d'absorber via des matériaux qui vont capter le carbone, le rendre physiquement solide et donc plus dans l'atmosphère via des matériaux pour la construction, etc. Donc c'est vraiment des tonnes de CO2 négatives. Voilà, donc je vous remercie. Je crois qu'on doit passer au pitch physique et pas uniquement en vidéo juste après. Voilà, je remercie les intervenantes et les intervenants pour cette table ronde. J'espère que ça vous a intéressé.